السلام عليكم. نلتقي كالعادة في النادي الأدبي الطابق السفلي. اليوم معنا ضيف جانا من مدينة وهران، الكاتب والصحفي أكرم الكبير. Akram El-Kibir est né à Oran en 1984, donc il a plusieurs publications, notamment si on ne donnait pas de titre à ce livre, Histoire d'en rire, publié aux éditions Dar al-Gharb en 2003. Le deuxième ouvrage, N'achetez pas ce livre, c'est une grosse arnaque. Chez la même édition Dar al-Gharb en 2005. Le troisième roman, c'est Vivement Septembre, chez Apic en 2016. Au secours, Morphée, chez Apic, toujours en 2018. Et Les Fleuves Impassibles, toujours chez Apic en 2019. Donc, monsieur Akram El-Kibir, مرحبا بك. Merci d'avoir honoré notre invitation et je vous cède la parole si vous voulez ajouter autre chose. Merci à vous de m'avoir invité. Ça me fait vraiment très plaisir de venir aujourd'hui pour cette rencontre d'abord et aussi pour venir à Mostaganem. C'est vraiment une très belle occasion qui s'est offerte à moi et grâce à vous. Et ça me fait d'autant plus plaisir que je découvre grâce à vous un espace culturel qui s'appelle Le Sous-Sol, donc qui est un club littéraire. Et ça, vraiment, ça me fait très plaisir que ce genre d'initiative se propage à travers le pays pour promouvoir la culture, pour promouvoir les rencontres entre des gens qui se passionnent pour la lecture, pour la littérature, etc. Franchement, bravo à vous. Merci encore une fois. Pour préciser une chose, que cette rencontre n'aurait pas eu lieu sans l'intervention de mon ami Omar. C'est un peu grâce à lui que nous sommes ici aujourd'hui. Donc merci encore Omar et merci d'être parmi nous aujourd'hui. Pour rappel, notre club fait partie d'une association culturelle nommée Botschaft. On a plusieurs domaines culturels. On a un autre club, un ciné-club. Déjà, le donné la projection d'un des chefs-d'œuvre de Stanley Kubrick, Les Sentiers de la Gloire. Donc, ici à Mostaganem, on essaie de le milieu culturel à travers le cinéma, à travers la littérature, à travers le théâtre. تاني راه معنا إلياس حاضر معنا إن شاء الله فيها يكون عندنا une troupe de théâtre au nom de l'association et d'autres domaines culturels. Donc, même si on a des difficultés à animer ou à organiser nos événements, on essaie d'être résilient. Raison pour laquelle on se trouve dans un sous-sol pour rencontrer des auteurs et pour parler de littérature en général. Donc c'est l'un de nos objectifs et de nos combats pour servir la société dans ce domaine-là. Donc monsieur El-Kibir, si on parle un peu de vos ouvrages, déjà les deux premiers titres donnent une idée de de l'esprit humoristique de l'auteur. Si vous nous parlez un peu de vos ouvrages. Merci. Alors pour ce qui est des premiers livres, c'est d'ailleurs je n'ose même pas les appeler livres parce que c'est vraiment des livres de jeunesse, si on peut dire. Je les ai écrits à une époque où j'étais relativement jeune, en tout cas par rapport à maintenant. Et à cette époque-là, je m'ouvrais en fait à la lecture et au monde du cinéma, au 7e art, etc. Je tâtais le terrain dans tous ces domaines-là. Et il se trouve que j'avais découvert ce monde de la littérature et même du 7e art par le biais justement d'auteurs humoristiques. Il y a par exemple, je sais pas, en France, il y a Pierre Desproges par exemple, les États-Unis, il y avait Woody Allen, et ça me faisait vraiment trop rire, et c'est-à-dire, j'étais un petit peu fasciné par cette faculté qu'ont certains à sortir du néant comme ça des situations cocasses et en faire des tranches de vie parfois hilarantes et les proposer à des lecteurs ou à des spectateurs.
Et je me suis dit, bon, je vais m'essayer là-dedans pour voir un petit peu ce que ça donne. Bon, ça a donné un résultat. À cette époque-là, je pensais vraiment que c'était quelque chose de haut niveau, quelque chose vraiment. Mais aujourd'hui, quand je revois dans le rétroviseur, ce que j'avais écrit à cette époque-là, c'était c'était très médiocre, voilà, que je le dis carrément. Mais bon, c'est-à-dire ça m'a permis un petit peu de m'essayer dans ce domaine-là, et puis surtout, au-delà de l'humour, parce que si à cette époque-là c'était essentiellement et exclusivement des textes, j'ose même pas dire humoristiques, je dirais comiques, parce que humoristique c'est quand même, ça doit relever d'un certain niveau, c'était même pas ça. Mais ce qui m'avait fasciné, m'avait poussé donc à continuer à écrire, c'était cette façon que n'importe qui d'entre nous, cette faculté qu'il a de pouvoir, à partir de rien du tout, à partir du néant, sortir du néant des personnages et créer tout un univers. C'est ça qui m'avait en fait le plus intéressé et qui m'a poussé à écrire. C'est pas tant la langue, par exemple, c'est pas tant le style d'écriture, c'est pas tant l'écriture, la beauté du texte, la beauté des mots, le phrasé, le style, tout ça, c'est venu après. Mais c'est surtout de pouvoir, comme à partir de rien du tout, créer un monde et le proposer donc aux autres. C'est ça qui m'avait le plus plu. Et ça remonte même, je dirais, avant même d'avoir commencé à lire, c'est-à-dire à entrer dans le monde de la littérature. Ça remonte à plus loin que ça. Ça remonte, je pense, à l'époque où j'étais encore enfant et où j'étais fasciné, notamment par les mangas. Notamment le plus célèbre d'entre eux, c'est Akira Toriyama, celui qui a fait la saga de Dragon Ball, etc. Et je me suis dit, alors que j'étais du haut de mes 10 ans, même pas, je me suis dit comment se fait-il que tout cet univers-là, qui est très riche, qui est fascinant, il y a beaucoup de personnages, tout ça c'est sorti de la tête d'un homme. Et c'est venu jusqu'à moi et je m'en suis fait... je suis entré dedans. C'est ça qui m'avait fasciné et m'avait poussé à m'essayer dans ça, dans l'écriture. Donc voilà un petit peu pourquoi j'ai commencé à écrire. C'est très intéressant cette évolution, on va dire, de passer du lecteur à l'écriture. Chose que je pense que tous les auteurs ont en commun. Donc il y a toujours un catalyseur, une inspiration à l'écriture. Donc vous avez passé par le manga et par l'esprit de créativité, si on peut dire ça, notamment par vos passions, comme vous l'avez évoqué, vos passions cinématographiques et des mangas. J'ai envie de parler de votre premier roman, N'achetez pas ce livre. Et une chose qui me paraît très importante à savoir sur votre style, bien que vous dites que vous avez évolué depuis l'époque, j'ai trouvé un article écrit sur une des revues du Crasque, aux confins de l'absurde, par Leila Louise Haddouche, qui dit que on va dire que en règle générale, le roman est basé sur l'humour absurde, peut-être la dérision, l'autodérision. Donc sur le roman, l'histoire se passe entre New York et Oran, à travers un personnage principal, Kurt. Je vous laisse développer l'histoire. Vous me laissez développer l'histoire, mais pour ça, encore faut-il que je me souvienne de ce roman qui a été écrit quand même en 2000. Il est sorti en 2005, moi je l'ai écrit en 2003, donc ça date d'il y a près de 20 ans. Et ce dont je me souviens, c'est l'histoire de Kurt, donc, qui est... Alors c'est de la loufoquerie. C'est vraiment un livre de jeunesse. J'avais 18 ans quand j'ai écrit ça, donc j'ai imaginé l'histoire de Kurt qui est un garde du corps d'un garde du corps à New York, et puis du jour au lendemain il se retrouve à Oran, il ne comprend pas pourquoi. Alors lui qui était, je pense même il fait un voyage à travers le temps et l'espace, parce que alors qu'il vivait à New York en 2004,
il se retrouve dans l'Oran de 2003, donc un an avant et au bout du monde, quoi. Et il ne comprend pas, il ne sait rien de cette ville, ni rien du tout, il est là, et puis il se trouve que c'est moi-même qui le convoque pour lui dire que le manuscrit du roman a été volé, et j'ai fait appel à lui pour qu'il aille trouver le voleur, et donc il va dans les méandres de la ville, dans les bas-fonds de la ville d'Oran. Il y a ce que j'appelais la compagnie VV, qui est une compagnie un petit peu mafieuse qui avait donc volé et voilà, quand j'entre dans un délire sans fin. Et ça m'a permis un petit peu de m'amuser à cette époque, parce qu'il rencontre des gens ici à Oran, il se lie d'amitié avec une certaine Amina, si mes souvenirs sont bons, qui est une journaliste, qui l'aide à trouver ça. Donc c'est vraiment, on est dans le monde de l'absurde, c'est-à-dire que ça n'a aucune... c'est un roman qui est complètement dépourvu de cohérence même, c'est-à-dire c'est vraiment, on va dans l'absurde, la loufoquerie, et ils essayent, donc il y a ce qu'on appelle des fumeries d'opium, alors que je suppose qu'à cette époque-là ça n'existait pas au Oran, donc il y a comme ici des sous-sols où il y a des fumeries d'opium, il y va, il rencontre toute la pègre oranaise, et en fait tout ça, à cette époque-là, quand j'ai écrit ce roman, j'avais 18 ans, c'est-à-dire tout ça est sorti, c'est-à-dire ça ne repose pas sur, contrairement aux livres qui par la suite vont venir, ça ne repose pas sur du vécu, ça ne repose pas sur quelque chose que j'ai vu, ça ne repose pas sur la sociologie. C'est vraiment des délires d'adolescents. Voilà, je pense que c'est comme ça et j'écris, même si ça n'a rien à voir dans la réalité. Et donc voilà, et j'ai vu cet écrit du Krask à propos de ce roman, et ça m'a un petit peu surpris, parce que je me suis dit que ça ne méritait quand même pas qu'on s'y penche à ce point-là, surtout à cette époque. Et puis surtout à cette époque-là aussi, j'étais un petit peu... et d'ailleurs, il y a des restes aujourd'hui, hein, jusqu'à maintenant, mais à cette époque-là beaucoup plus. J'étais un petit peu trop... adepte de l'humour facile. J'entends par l'humour facile, c'est-à-dire vraiment des jeux de mots très très faciles et j'en faisais des tonnes dans ce roman. C'est-à-dire ce livre, il est truffé de jeux de mots, de calembours, et c'est même pas des calembours de haute facture, c'est vraiment des calembours, des jeux de mots de bas étage. Et le livre en est truffé, parce qu'à cette époque-là, eu égard à mon inexpérience, la moindre petite boutade qui me venait à l'esprit, c'était pour moi un exploit, et j'étais pas exigeant comme je peux l'être aujourd'hui avec moi-même, c'est-à-dire je ne raturais pas trop. La moindre petite blague qui me venait, hop, je la mettais, et puis j'en étais fier. Et aujourd'hui, 20 ans après, j'ose même pas ouvrir ce roman, tellement je sais, si je l'ouvre, je vais être ça va je vais en rougir, quoi. Il est toujours intéressant de voir que même si aujourd'hui vous trouvez que ce récit ne mérite pas tout l'engouement qu'on lui doit, ou peut-être cet avis intéressé par rapport à ce livre, bien que c'est très intéressant d'entamer l'écriture pour tout jeune écrivain, quoi qu'il en soit, même si le sujet ne paraît pas intéressant ou bien digne d'un livre. Mais le processus d'écriture commence toujours par quelque chose. Et justement, vous avez commencé avec, on va dire, un récit qui vous a permis par la suite de vous développer encore plus, d'enrichir votre plume. Pour arriver un de vos premiers romans, Vivement Septembre, qui aborde j'imagine, votre passion cinématographique à travers le personnage Wahid et sa relation avec le cinéma, comme vous l'avez évoqué, votre passion vos inspirations par Woody Allen. Vous pouvez nous en dire un peu plus? Bien sûr. Alors bon... il se trouve que depuis N'achetez pas ce livre, c'est une grosse arnaque, je n'ai rien publié du tout. J'ai continué à écrire ces années-là, mais bon, c'était des manuscrits comme ça, des petites histoires que je mettais au tiroir, que j'enfermais dans le tiroir, et puis c'est tout.
jusqu'à ce qu'arrive le tour de Vivement Septembre. Ce roman, il s'agit en fait d'une ce qu'on appelle une mise en abîme, en ce sens où il y a deux romans, c'est-à-dire il y a un roman à l'intérieur du roman. Et il a été écrit en fait en deux phases. Il y a d'abord le roman qui est à l'intérieur du roman, qui a été en fait le roman initial, celui que j'ai écrit au début. Et c'est un roman entier, quoi, c'est-à-dire avec un début, avec une intrigue et une fin, etc. Je l'avais écrit, c'est un court roman certes, mais c'est quand même un roman qui est alors là, pour le coup, si on le compare à N'achetez pas ce livre, c'est une grosse arnaque, c'est vraiment l'eau et le feu, c'est autre chose. C'est un roman qui est très... où le personnage broie du noir, qui est très pessimiste. Voilà, c'est l'histoire de quelqu'un qui veut mettre fin à sa vie pour une histoire avec... c'est-à-dire, il était amoureux d'une femme, ça n'a pas marché, et puis voilà, il broyait du noir, il vivait seul, etc. Mais il y a quand même une intrigue, là-dedans, il y a même un peu de suspense. J'ai écrit ce roman, pas épais, court, et je l'avais mis dans le tiroir. Je l'ai écrit en 2012 parce que j'avais estimé qu'il n'était... Voilà quoi, c'est-à-dire je ne sais pas si je n'osais pas le donner à un éditeur, mais pour moi c'était pas tout à fait ça. Je l'ai écrit certes, mais pour moi ça ne méritait quand même pas la publication. Bien qu'il était quand même d'un tout autre ordre que les précédents livres. Alors je l'ai laissé dans les tiroirs, jusqu'au jour, je ne sais même pas dans quelles circonstances ça m'est venu, je me suis dit, tiens, en fait, voilà, j'ai l'Eureka, c'est très simple. Ce roman qui est donc, que je n'ose pas publier, parce que pour moi, il ne mérite pas d'être publié, mais en même temps, j'admets qu'il y a quand même quelque chose dedans. C'est-à-dire, c'est pas non plus à jeter à la poubelle, mais peut-être que je n'assumais pas, peut-être, je ne sais pas. Je me suis dit, voilà comment je vais faire. Je vais le confier, en fait, je vais le donner à un personnage. Et je vais donc écrire une autre histoire où il sera question de quelqu'un qui va écrire un roman, et ce roman, ce sera celui-là. Et donc, je mettrai tout un roman à l'intérieur du roman. C'était ça un petit peu l'originalité, entre guillemets. Et donc voilà, c'est comme ça que j'ai commencé à écrire l'histoire de Wahid, qui est quelqu'un qui est aussi, comme d'ailleurs son personnage dans le roman, c'est quelqu'un qui broie du noir, qui, dans le rang des années 2013-2014, lui aussi, pour le coup, il a connu un amour contrarié, si on peut dire. Et puis, il y a une amie à lui qui s'appelle Yasmina, qui a eu le courage de quitter l'enseignement. Elle était prof au lycée ou au collège, ou je ne sais pas, pour ouvrir une librairie. Avec le risque que ça ne marche pas, parce que malheureusement, les gens ne lisent pas beaucoup. Une librairie donc à Miramar, je pense, à Oran, en plein centre-ville d'Oran. Et elle passe donc le plus clair de sa journée, le nez dans les livres, à lire, à faire de la lecture, à bouquiner. Et plus, alors elle devient familière de ces auteurs qu'ils soient algériens ou étrangers. Alors ça va des contemporains aux classiques, hein, ça va de Kateb Yassine et Mohamed Dib jusqu'à Dostoïevski, jusqu'à Gabriel Garcia Marquez, etc. Et puis elle voit son ami qui, pour elle, a les yeux tristes, ce Wahid. Et il y a quelque chose chez lui de différent par rapport aux autres. C'est quelqu'un, par exemple, qui broie du noir pour des broutilles, pour vraiment des trucs de trois fois rien, alors que d'autres peuvent... c'est quelqu'un, par exemple, qui a du mal avec la vie, contrairement aux autres. Et elle finit par décréter que, en fait, s'il est comme ça, c'est parce que c'est un inadapté à la vie. Et ceux qui sont des inadaptés à la vie sont en fait des artistes. Elle lui dit qu'en fait, il y a l'artiste qui est caché en lui et elle veut le faire extirper. Et elle le pousse à écrire. Elle lui dit, tu ne t'es jamais essayé dans l'écriture, mais vas-y, essaye, tu vas voir, ça va donner des résultats probants. Et c'est comme ça, donc, bon, après moult problèmes, etc., parce que le livre, il est quand même assez... Il se met à écrire et il écrit donc le roman qui était déjà prêt, le roman à l'intérieur du roman. Donc c'est ça un petit peu l'histoire de Vivement Septembre, c'est cette mise en abîme, cette histoire et puis l'histoire dans l'histoire. Et puis ça m'a aussi permis de raconter Laurent de ces années-là,
des années 2011, 2012, 2013 jusqu'à 2014, etc. Donc avec l'ambiance qu'il y avait à cette époque et tout. Donc voilà, pour Vivement Septembre. Donc, on va dire, après, je vous cède la parole. Là, on bascule du monde comique vers un monde un peu plus sérieux, si on peut dire, l'aspect social et sociétal de vos romans. Donc, par la suite, vous avez écrit et publié Au secours Morphée et Les fleuves impassibles, qui traitent d'un sujet très d'actualité, surtout ces peut-être 10 ou 15 dernières années. Au secours Morphée, c'est l'histoire d'un homme qui trouve refuge dans ses rêves. Donc, Ali, qu'il est très nostalgique de sa vie d'avant et de ses passions qui va les retrouver après, pendant ses rêves. Alors, c'est l'histoire de Ali, qui est un bouquiniste, qui est un bohémien, qui vit au jour le jour, jusqu'au jour où dans sa bouquinerie arrive une cliente pour acheter des livres et il en tombe amoureux et il la demande en mariage et elle accepte et il s'épouse. Elle s'appelle Nadia. Sauf que Nadia et Ali, c'est quand même, ils sont aux antipodes l'un de l'autre, dans le sens où lui, c'est quelqu'un qui prend la vie à la légère, qui ne s'en fait pas par rapport au lendemain, qui chante ou qui déchante, alors qu'elle, c'est une femme qui a un plan de vie carrément. Lui, par exemple, il aurait aimé vivre au bord de la mer, quelle que soit la ville, que ce soit à Oran ou dans n'importe quelle commune balnéaire de l'Algérie, mais pourvu que la mer ne soit pas loin. Elle, oui, ça ne le gêne pas, par exemple, d'habiter dans un studio qu'il loue, sans penser au lendemain, sans penser à l'année prochaine, s'il aura assez d'argent pour encore louer une année supplémentaire et tout. Alors qu'elle, elle n'est pas du tout. Elle n'est pas du tout comme ça, c'est plutôt une femme très rigoriste, elle a un plan de vie, elle veut habiter une maison bien comme il faut, par la suite elle veut gravir les échelons, avoir une villa, etc., etc. Donc vraiment elle est très ambitieuse, contrairement à lui qui est très bohémien. Et d'ailleurs, elle fait jouer ses relations et elle l'oblige à quitter sa bouquinerie et sa vie donc de bohémien pour intégrer une biscuiterie à la périphérie, à Hassi Mafsour, dans la ville d'Oran, où il a un travail du coup bien rémunéré pour justement acheter cette maison-là. Et donc du coup, son ancienne vie commence à lui manquer à ce Ali, parce qu'il est nostalgique de cette vie-là, faite d'insouciance. Il était son propre patron. Il avait, quand l'envie le prenait de fermer sa bouquinerie pour aller flâner dans les rues, il le faisait. D'aller dans les cafés siroter des mosaïques nature, etc. Là, du coup, c'était 8h du matin jusqu'à 19h tous les jours. Et puis, bon, le temps passe et il devient de plus en plus nostalgique pour sa vie d'avant. Et on s'aperçoit qu'il y a une incompatibilité d'humeur dans le couple. C'est-à-dire que vraiment, chacun est braqué dans son mode de vie et il n'y a pas une osmose entre eux. Jusqu'au jour où il y a un clash, ils se disputent, elle l'oblige à aller dormir dans le fauteuil au salon et il s'endort. Et puis en s'endormant, il se retrouve dans une plage paradisiaque, le sable blanc, les flots bleus, et il y a une femme. La plage, elle est déserte, il y a juste cette femme. Et il en tombe amoureux, tout de suite. Et puis, paf, il se réveille. Ce n'était qu'un rêve. Mais il est un petit peu embêté parce qu'il se sent toujours amoureux de cette femme qui, pour le coup, n'existe pas, parce que c'est juste dans son rêve. Et il broie du noir durant toute cette journée, jusqu'au soir, il se rendort, et il se retrouve exactement au même endroit, et avec cette femme. Et là, il lui parle. Et quand il lui parle, elle lui dit si tu es vraiment amoureux de moi, tu peux t'estimer heureux parce que dorénavant, à chaque fois que tu vas t'endormir, tu vas me retrouver. Et il fallait pas lui dire ça 2 fois parce que à partir de là, il commence à s'endormir à chaque fois qu'il a l'occasion. Tout le temps, il fait des siestes, il achète des somnifères
pour tout le temps dormir. Et sa femme, elle soupçonne qu'il y a quelque part une infidélité. Mais en même temps, il passe son temps à dormir, donc elle ne comprend pas. Donc c'est un petit peu une histoire un peu satirique, celle d'un couple où l'homme, c'est une histoire d'infidélité, mais avec une femme rêvée, une femme qui n'existe pas. Et par la suite, on découvre une autre histoire qui parle beaucoup, on va dire, à une jeunesse algérienne perdue, peut-être en quête d'espoir, en quête de référence, une jeunesse qui rêve de partir ailleurs, une jeunesse qui cherche un milieu qui lui soit favorable. Et cette histoire se passe à travers le roman Les Fleuves Impassibles, qui traite d'un sujet tout aussi original, le détournement d'un bateau-taxi. Je vous laisse continuer pour parler. En fait, l'idée de ce roman m'est venue en 2017, quand il y a eu pour la première année à Oran un bateau-taxi qui a rallié le port de plaisance d'Oran, c'est-à-dire le Sid El Houari, le quartier de la Marine, à Ain Turk, c'est-à-dire là où il y a la commune balnéaire, il y a les plages et tout, à la plage des Dunes. J'avais emprunté ce bateau cette année-là pour les besoins justement d'en faire un article dans la presse. Et il y avait, on s'était rendu compte, on s'était aperçu qu'il n'y avait pas de policiers à bord, ni en tenue, ni en civil. En tout cas, s'il y avait en civil, on ne les avait pas aperçus. Et cette remarque m'a dit, si comme ça, si des haragas décident de détourner ce bateau pour aller en Espagne avec, ils pourront le faire alors. Et j'ai noté ça comme ça, juste... à cette époque-là, en 2017, j'avais l'ambition d'en faire un scénario de ça. Ou tout au moins un scénario d'un film, ou tout au moins un scénario d'un feuilleton. Je me suis dit, il y a matière quand même à écrire pas mal de choses à partir de cette intrigue, c'est-à-dire des haragas qui prennent le bateau-taxi et qui vont avec. Finalement, j'ai pas écrit cette histoire. J'avais eu l'idée d'écrire cette histoire avant d'avoir écrit Oscar Morphée. Et puis après l'écriture d'Oscar Morphée, je m'en suis souvenu, je me suis dit, tiens, si je me mets à l'écrire, et c'est comme ça que j'ai imaginé l'histoire le personnage, il s'appelle Zaki, merci. Alors c'est le personnage de Zaki qui est un cafetier à Sid El Houari. Alors avec ses amis, il y a Anis, il y a Okasha, les deux ils sont du quartier de la Marine à Sid El Houari, en face du port et du port de plaisance. Alors ils vivent vraiment ils ont une vie d'amertume, c'est-à-dire ils ne sont pas trop satisfaits de leur vie. Lui, il est cafetier, il est gérant en fait, plus qu'un cafetier, il est gérant d'un café, c'est-à-dire le proprio lui a laissé la gestion de son café, le proprio qui habite en Espagne. Et puis il y a un vieux monsieur qui tous les jours va dans ce café avec une pile de journaux un retraité pour faire sa revue de presse, et puis il laisse la pile de journaux. Et un jour, ils ont vu qu'il y avait ce bateau-taxi dans le journal qui faisait la liaison entre Oran et Ain Turk. Et là, parce que la veille, ils parlaient assez souvent, ils débattaient plutôt du sujet de la harga, parce que l'histoire se passe en 2018, l'été 2018, un été qui a été où le phénomène de la harga a pris une ampleur sans précédent en Algérie, cette année-là, l'année 2018. Et donc ils en parlent, ça fait l'actualité, ils en parlent dans les cafés et tout. Donc avec ses amis, ils en parlent. Lui par exemple, il trouve en ses haragas, Zaki qui est plutôt un idéaliste, du haut de ses 24 ans ou de ses 26 ans, il trouve en ces haragas, il y a chez eux quelque chose de romantique, parce que c'est des gens qui veulent aller chercher l'Eldorado, mais rien que le fait d'entreprendre cette aventure, pour lui, c'est déjà un Eldorado en soi. Au moins, ils n'ont pas courbé l'échine. Au moins, ils ne se sont pas fait une raison de leur existence. Au moins, ils ont, comme il le dit, essayé de vivre. C'est-à-dire, plutôt que de rester comme ça, ils ont essayé de vivre, quitte à ce que ça ne marche pas. Et il fait d'ailleurs le comparatif, disant qu'avant, c'est aussi des gens qui sont foncièrement pacifistes, dans le sens où avant, quand les gens s'estimaient lésés, parce que les haragas, pour lui, c'est-à-dire dans le débat qu'il
qu'il menait, pour lui, c'est des gens qui s'estiment lésés par la société. Avant, les gens, quand ils s'estimaient lésés, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils prenaient le maquis et puis ils tuaient les gens, quitte à tuer des innocents. Eux, ils ne tuent personne, c'est-à-dire ils veulent juste partir et c'est tout. À la limite, ils se tuent eux-mêmes. Et en ça, ils trouvent en Siharaga, lui qui est quelque part très idéaliste, pas des héros, mais en tout cas des idéalistes. Et puis voilà, un jour, dans le journal, il voit qu'il y a ce reportage qui dit qu'il y a un bateau-taxi qui fait la liaison entre Oran et Anturk. Et de là, l'idée lui vient, tiens, généralement les haragas qui meurent en mer, c'est parce qu'ils y vont en surnombre dans des petits rafiaux, dans des petits navires rachitiques. Là, il s'agit quand même d'un grand bateau solide. Il n'y a aucun risque qu'il se renverse en pleine mer. Et si on le prenait pour aller avec en Espagne, alors il y a tout un débat avec ses amis là-dessus. Au départ, ils ne sont pas chauds, etc. Il finit par les convaincre, disant que de toutes les façons, ils ne font rien de mal dans le sens où, à peine une petite bêtise, parce qu'ils obligent les gens à aller, ils vont prendre juste quelques otages pour aller en Espagne, mais après, ils vont retourner chez eux, donc il n'y a pas de problème. Et donc, il constitue une bande, il va aller voir des amis, ils veulent quand même être un petit groupe pour y aller, il ne veut pas aller tout seul. Et en fait, ce qui m'avait le plus plu dans cette histoire, dans le sens où ce qui m'a poussé à l'écrire, c'est pas tant cette intrigue, c'est-à-dire de détourner un bateau pour aller en Espagne, c'est surtout ce qu'il peut y avoir à l'intérieur du bateau, parce que on est en été 2018, donc le bateau taxi, il y a du monde là-dedans qui veut partir à la plage. Qui sont ces gens-là? Qui sont ces passagers? Et faire rencontrer les gens, faire rencontrer les Algériens, genre il y a les haragas d'un côté, les passagers de l'autre. Il y a aussi l'équipage qui est italien, qui ne sont même pas d'ici. Donc faire rencontrer tous ces gens-là dans le bateau, en plein détournement de bateau, et puis toutes les cocasseries, tous les gags qui peuvent en découler à partir de ça. C'est ça qui m'avait le plus plu, parce que je me suis amusé à raconter l'histoire de tous ces passagers. Il n'y en a pas beaucoup d'ailleurs, mais il y a les haragas d'à côté, il y a Zaki qui a finalement réussi à convaincre son ami Akasha, qui est un parkinger comme on appelle, dans la pêcherie d'Oran. Il y a Anis qui est un chanteur raté de cabaret. Ils vont aller voir quelqu'un qui est un subsaharien, qui il était même déjà clandestin avant même d'y aller. Et il y en a d'autres aussi. Et ce groupe-là, en pleine mer, dans le bateau, ils vont devoir forcer l'équipage à aller en Espagne, et puis ils vont prendre en otage les passagers. Mais qui sont ces passagers? Et je me plais à raconter chacun son histoire. Alors il y a Nafissa qui est une femme un petit peu, elle aussi, idéaliste. Et c'est une femme, par exemple, qui, d'ailleurs, c'est l'un des personnages le plus importants du roman. C'est une femme qui se dit anarchisante, dans le sens où, à force de s'être imprégnée de films et de livres, les films par exemple de Ken Loach, de romans, etc., elle a fini par avoir une idéologie un petit peu celle des anarchistes. C'est-à-dire elle n'aime pas qu'on lui donne des ordres, etc., etc. Mais en même temps, elle culpabilise parce que toute anarchiste qu'elle se targue d'être, elle habite néanmoins dans un quartier chic d'Oran. Ses parents sont des bourgeois, donc elle vit très bien. Et ça l'a fait un petit peu culpabiliser. Et là, du coup, en plein détournement de bateau, elle devient, elle, qui pour les autres, c'est rien moins qu'une bourgeoise parce qu'elle habite à Saint-Hubert, etc. Elle devient, elle, celle qui défend le plus les haragas. Il y a aussi un personnage qui a été expulsé de France, et parce que il a été expulsé de France. Il est retourné à Oran, et en France, il avait eu une histoire avec une Française. Il était tombé amoureux d'elle, et là, de retour à Oran, ne pouvant plus la voir, cette Française, il noyait son chagrin dans l'alcool. Il était devenu alcoolique, et les haragas le poussent à lui dire, maintenant qu'on va aller, tu vas venir avec nous, comme ça tu vas aller la retrouver. Il y a parmi les passagers, il y a trois amis il y a trois amis dont l'un d'eux
était amoureux d'une pharmacienne, ça n'a pas marché, c'est l'été, c'était les vacances pour lui, et il passait ses vacances à broyer du noir chez lui, à se morfondre, et ses amis lui disaient, allez, bon, viens avec nous, on va faire une escapade en mer, on va prendre le bateau-taxi, et pendant le détournement de bateau, parce qu'il y a beaucoup parmi les passagers qui pensaient qu'en fait il s'agissait d'une action terroriste, tout le monde a peur. Lui, il est content parce qu'il était tellement déprimé qu'il se disait oh, bah, tiens, c'est bien, je vais peut-être mourir aujourd'hui. Donc il y a beaucoup d'humour là-dedans, il y a beaucoup de gags qui peuvent en découler à partir de ça. Et c'est ça qui m'avait intéressé à écrire cette histoire. C'est cette opportunité de faire rencontrer les Algériens les uns aux autres et de les faire se confronter. C'est ça qui m'avait le plus plu. Ben, on va dire que on a fait un peu le tour de vos écrits, bien que il en reste un qui n'est pas encore apparu. Peut-être que ça sera pour bientôt. C'est Au Royaume des Vieilles Lunes. Je pense que vous l'avez écrit avant Les Fleuves Impassibles. C'est bien ça. Donc, Pas tout à fait, enfin en partie oui. C'est Alors, Au Royaume des Vieilles Lunes, c'est le roman qui m'a pris le plus de temps pour l'écrire, pour le peaufiner, pour le finaliser. C'est vrai que j'ai commencé à écrire ce roman avant d'avoir écrit Les Fleuves Impassibles, c'est-à-dire après Au secours Morphée. Et puis je me suis aperçu que c'était quand même un chantier trop vaste pour moi à cette époque-là, trop ambitieux. J'ai écrit 4 chapitres ou 5 chapitres, même pas 5 chapitres si mes souvenirs sont bons, et puis je l'ai laissé de côté. Et puis j'ai écrit Les Fleuves Impassibles. Et puis bon, ensuite est arrivée la pandémie, tout ça, pendant un an. Pendant un an, donc, je ne faisais que prendre des notes. Je n'écrivais pas le roman, je ne faisais que prendre. Parce que c'est une histoire qui est un petit peu qui est un peu différente des autres, dans le sens où elle est plus. Le roman, quand même, il est beaucoup plus épais que les autres, beaucoup plus volumineux. Donc il y a aussi une mise en abîme là-dedans. Il y a pas mal de personnages. Il y a 2 histoires même en parallèle qui finissent par se rencontrer. Donc, à cette époque-là, ça m'avait paru un peu un chantier un peu trop vaste pour moi pour m'y consacrer. Je l'ai laissé de côté, puis j'ai tiré profit un petit peu de la pandémie et de ce recul qu'on a tous eu pendant ces premiers mois de pandémie pour un petit peu réfléchir à cette histoire, pour prendre beaucoup de notes, pour essayer de structurer cette histoire. Et puis voilà, j'ai commencé à l'écrire. C'est quand même le roman qui m'a donné le plus de fil à retordre dans l'écriture. Peut-être aussi parce que, contrairement au précédent roman, j'ai essayé d'être beaucoup plus exigeant envers moi-même. Et puis voilà, donc je l'ai terminé il y a 2 mois de ça à peu près. Maintenant, je ne sais pas quand est-ce qu'il paraîtra. Peut-être bientôt, peut-être à l'occasion du prochain salon, ou peut-être après, je ne sais pas, on verra. ben, ce qui est sûr que ça fera peut-être, enfin, pas peut-être, mais ça fera l'objet d'une autre rencontre. Donc, j'aimerais bien que vous venez encore une fois pour nous parler de votre roman, Au Royaume des Vieilles Lunes. Donc, d'ici quelques mois, Inch'Allah, نعود نتلاقوا au sous-sol. Il est temps que je cède la parole aux personnes présentes. Est-ce que vous voulez... C'est bon? Allez, je vais te faire. Donc, les personnes qui veulent poser des questions ou peut-être intervenir, c'est le moment. تفضل إلياس. Salam alaikum. Rahbou bik une deuxième fois. Nous avons la chance aujourd'hui de rencontrer quelqu'un de un peu spécial. J'ai eu la chance de lire de vos articles, bien sûr, mais je n'ai jamais été informé ou croisé un de vos œuvres. Par contre, aujourd'hui, ce qui m'a fait vraiment plaisir, d'habitude, nous savons tous que à partir d'un roman ou une histoire lue, on essaie de découvrir la personne, le producteur, celui qui détient la plume. Aujourd'hui, c'est l'inverse. J'étais vraiment fasciné par la personne qui a écrit ses écrits. Et par la suite, j'ai hâte de lire
remarque que, pardon, vous avez un certain attachement à vos écrits, à vos personnages, quelque chose de très puissant. Vous agissez d'une façon que vous venez déjà d'écrire cette histoire alors que ça date un peu de 2010-2009. Donc vous êtes toujours attaché à vos écrits d'une façon magnifique. J'ai remarqué une certaine intelligence de choisir quelques techniques pour être à jour et pour faire passer généralement ce qui a été classique et tout. Vous essayez d'être à jour avec l'écriture moderne. Et cela dû normalement à ce que j'ai pu deviner à partir de votre culture, masha'Allah, elle est vaste. Déjà, vous parlez de réalisateurs, de mangas, chose qui vous a permis de savoir percer un chemin dans notre société pour permettre aux jeunes de s'accrocher à vos écrits et tout. Et ce qui m'a plu le plus, c'est le choix de vos histoires. Généralement, ce que je viens d'écouter, l'ensemble, ce sont des histoires simples. Mais c'est magnifique. En même temps, c'est magnifique. À partir des histoires simples, vous pouvez créer normalement à partir des dialogues, des personnages qui sortent de la profondeur de notre société et faire la touche magique à partir de cette histoire, vous créez un monde. Vous avez dit que à partir du néant, j'ai créé. Et moi, j'étais un petit peu contre. Non, vous avez des idées qui vous frôlent l'esprit. Vous avez beaucoup de choses à dire aux gens. Vous avez des personnages qui vous habitent. Donc c'est à partir de cela que vous essayez d'écrire et vous donner vie à ces personnages, à ces histoires la preuve, c'était une simple promenade au bord du bateau de taxi. C'était à partir d'une simple idée. Vous vous êtes posé la question pourquoi s'il y a des gens ici qui veulent détourner, est-ce serait possible? Et à partir de là, vous arrivez à réaliser vraiment une histoire qui à partir de cette histoire, vous faites ce qu'on appelle une mise en scène sur ce bateau où les gens peuvent se confronter et donner un dialogue qui sorte de l'originalité de ce pays. Donc non seulement vous véhiculez la culture, l'échange quotidien des gens, mais avec quelque chose de fascinant, de magique. Je vous félicite et nous avons encore, je vous dis pour la deuxième fois, nous avons donc pleinement l'honneur de vous rencontrer ici. Inch'Allah, prochainement pour les mois prochains, ça sera une date fixée dorénavant. Je vous félicite, merci. En fait, ça sert à quoi ça? D'accord. Alors bon, c'est pas la peine de poser des questions pour Akram, c'est un ami. En fait, il y a un truc que vous n'avez pas signalé, que lui déjà dit, il est journaliste. Et ce que je voulais dire, dans tous ses écrits à Akram, c'est quelqu'un qui, en fait, il écrit ce qu'il aime, il aime bien lire. Toutes ces histoires, depuis que tous les romans, les titres que tu as cités, pour lui, c'est des romans, c'est des textes qu'il aurait aimé que quelqu'un d'autre l'écrivait à sa place. Et lui, il lit, parce que c'est un grand consommateur de lecture. Et même volé 2 livres. Et une série télévisée. Alors, mais il y a une seule chose qui fait le lien entre tous ces écrits, qui est la ville d'Oran.
Et c'est là où je vais pas parler à sa place, mais je vais lui demander de nous parler pourquoi et comment la ville peut devenir un personnage dans votre écriture. C'était ma question, Khuntali, mais bon, معليش. C'est vrai que oui, ces derniers temps, tous les romans que j'ai publiés, que j'ai écrits, se passent à Oran. Alors parfois, il s'agit pour moi, c'est assez commode parfois, d'écrire une histoire qui se passe à Oran du fait que je connaisse cette ville. Donc parfois, Oran ne me sert que de décor. Par exemple, si on prend Oscar Morphée, c'est une histoire qui aurait pu se passer vraiment n'importe où ailleurs. C'est-à-dire cette histoire de couple, le gars qui s'endort, il rencontre une autre femme dans ses rêves, ça aurait pu se passer ici, aussi bien à Pékin, ou là à Tokyo, ou là à New York, ou là n'importe où. Mais par contre, si on prend le dernier roman, qui est Les fleuves impassibles, là, en revanche, Oran s'érige au rang de personnage. Oran devient complètement un personnage parce qu'il s'agit là d'une histoire qui n'aurait pas pu se passer ailleurs qu'à Oran. Et en fait, il y a d'un côté, je suis partagé, c'est vrai, il a raison, je suis d'un côté partagé entre mon envie de parler d'une ville que je connais, parce que j'aime aussi être ce qu'on appelle généralement un auteur-reporter, c'est-à-dire d'un côté il y a l'histoire, et ça du coup c'est beaucoup, il en est beaucoup question dans le prochain roman, c'est-à-dire il y a une histoire, mais aussi il y a la description d'une ville, il y a aussi la description un témoignage des habitants d'une ville, de ses cafés, de ses mœurs, de son mode de vie, de son by night. J'aime beaucoup ça, c'est-à-dire j'aime beaucoup raconter la ville, et je fais ça généralement, c'est le cas du prochain roman, en filigrane, en marge de l'histoire initiale. Et puis parfois aussi, la ville ne me sert que de décor, de même que parfois j'ai aussi envie, bien que je ne l'ai jusqu'à maintenant pas encore essayé, mais j'ai aussi envie de sortir un petit peu d'Oran, me disant que peut-être que ça va m'ouvrir des horizons nouveaux, ça va me permettre d'élargir mon inspiration, et de raconter par exemple une histoire qui se passe à Mostaganem, une histoire qui se passe à Relizane, une histoire qui se passe à Alger, voire même de sortir. Alors là pour le coup, une fois j'ai eu une discussion avec un autre auteur, et jusqu'à maintenant d'ailleurs je n'ai pas de réponse bien définie à ce sujet, mais est-ce qu'on peut parler d'une ville qu'on n'a pas connue? Est-ce qu'on peut écrire une histoire à partir de ce qu'on peut penser d'une ville qu'on n'a en fait pas assez connue? Je sais pas. Mais moi, en tout cas, j'ai bien envie. Parfois, il y a des gens qui vont carrément dans des villes pour les besoins de ce qu'ils appellent des repérages. C'est-à-dire, ils y vont, ils y restent 15 jours, ils vont dans les cafés de cette ville, ils voient un petit peu et à partir de là, ils écrivent. Moi, j'ai aussi je suis tenté par ça, par écrire de sortir un petit peu d'Oran, dans n'importe quelle autre ville, mais de sortir un petit peu d'Oran et de raconter une histoire. Je me dis que ça va élargir mes horizons, ça va me permettre d'avoir, entre guillemets, des idées que je n'aurais jamais soupçonné avoir en étant enfermé seulement dans le cocon oranais, seulement à Oran. Et c'est assez tentant. Je pense que c'est tentant pour tous ceux qui écrivent, quoi. Mais sinon, surtout avec le prochain roman, qui n'est pas encore sorti, Au Royaume de Vienne-Lune, c'est un roman où, sans qu'Oran ne soit, à l'instar des Fleuves impassibles, érigé au rang de personnage, mais c'est un roman où Oran est une ville très très présente. Beaucoup plus que les précédents romans. C'est-à-dire, il y a beaucoup de descriptions sur la ville d'Oran, sur ses cafés, sur ses machins, etc., etc. Et bon, voilà, maintenant, quelque part, avec le prochain roman, j'ai eu un petit peu ma cure d'Oran. Maintenant, pour les autres romans, j'aimerais peut-être
écrire une histoire, peut-être même sans forcément aller ailleurs, mais juste sortir du centre-ville oranais, aller dans d'autres communes, etc. Je suis de plus en plus tenté par ça, mais à l'avenir. عندي تدخل بين قوسين. تفكرت واحد لا كيستيون، ماشي واحد لا كيستيون، خطره قلت لي بغيت نتلاقى مع واحد الانسان، عمر مع بالقاسم راه حاضر معنا اليوم، ومعنا حاضر بالقاسم مغسوشن تاني كاتب جزائري، كان ضيف حصه من حصص تاعنا، سيتي ان دو نوز انفيتي. Il écrit en 4 langues. Donc voilà Belkacem, voilà Omar, vous allez faire connaissance et par la suite ça sera une rencontre من بعد. Donc en fermant la parenthèse, s'il y a mais c'est l'occasion, donc تفضلي اسماء. C'est une toute petite question, mais avant de la poser, j'aimerais juste rebondir sur la question de Omar. Enfin, pas une question, la remarque que Oran est finalement un personnage dans vos ouvrages. Moi, j'apprécie beaucoup les auteurs qui parlent beaucoup de leur ville natale. Et c'est comme si quelqu'un présentait le terroir dans lequel il est né, grandi, etc. Les produits de son propre terroir, il fait connaître sa ville, son environnement, l'espace, etc. de la vie. Donc je trouve que c'est une très belle chose dans vos ouvrages. Alors ma petite question, c'est concernant le titre de Vivement Septembre. Parce que généralement, pour nous, septembre, c'est la rentrée. On n'est pas trop pressé pour septembre en règle générale. Donc j'aimerais connaître qu'est-ce qui vous a donné l'idée du titre du roman. C'est tout. Eh ben, pas pour lui. Bah oui, bah d'abord, le Vivement Septembre, c'est un titre qui m'a été proposé par l'éditeur. Il m'a soumis 5 ou 6 ou 7 titres, entre autres Vivement Septembre, et j'ai sauté dessus. Bon, pourquoi il m'a proposé Vivement Septembre? C'était pas anodin, c'était parce que c'est la dernière réplique du roman. Le roman se termine par cette réplique qu'un des personnages dit, le personnage principal d'ailleurs, Vivement Septembre. Parce qu'il dit, après l'été, c'est machin, donc après on sera en septembre, il dit, Vivement Septembre, fin. L'histoire se termine, la réplique. Et j'ai sauté dessus parce que pour moi, septembre, c'est un mois qui me plaît. C'est un mois où il y a quelque part un renouveau. Après l'été, après le morne été qu'on passe, un été généralement poussiéreux, je sais pas, il y a un été généralement, l'été, moi en tout cas, de mon point de vue à moi, parce que pendant longtemps, j'ai vu l'été comme ça, j'ai vu l'été comme une saison qui est un petit peu suspendue, où tout s'arrête. Omar le dira mieux que moi, je parle avant la pandémie, c'est la saison où il y a pas assez d'activités culturelles, où tout le monde est en congé, tout le monde est... Et puis arrive le mois de septembre, souvent d'ailleurs, le mois de septembre on se retrouve. C'est comme ça renvoie un petit peu à la rentrée des classes. Le mois de septembre, paf, tout le monde se retrouve, les petites habitudes se retrouvent, on se retrouve le café, etc. Il fait moins chaud, c'est important. Il commence à faire hadik. Il y a il y a un vent doux qui arrive, qui est annonciateur de l'automne. Il y a les premières pluies. Et puis, c'est la rentrée sociale, c'est la rentrée des classes, c'est la rentrée sociale, c'est le renouveau. On commence de nouveau à revivre. C'est-à-dire que la suspension estivale, elle est terminée. Et moi, j'ai toujours adoré le mois de septembre. Il y a aussi nos anniversaires. Oui, aussi. C'est vrai. Oui, c'est vrai en plus. Merci. De prime abord, je salue notre cher écrivain, s'être déplacé d'Oran à Mostaganem
Et je salue aussi votre œuvre prolifique, apparemment. Bon, j'ai une question. Est-ce que votre écriture s'inscrit dans l'urgence? Comme Rachid Mortarel a écrit déjà par le passé un essai, La graphie de l'horreur. Il parlait de ces auteurs qui saisissaient au vif le sujet du terrorisme. Je vous pose cette question, c'est par rapport à l'immigration clandestine. Donc, dans votre roman, Les fleuves impassibles. D'ailleurs, j'ai une question sous-jacente. Fleuve impassible, donc, alors que la traversée est souvent houleuse, une mer démontée, alors qu'ils font la traversée de la mer. Pourquoi ce titre, Les fleuves impassibles, tranquille, alors que ce qui pousse ces migrants à fuir, à prendre la mer, c'est souvent la malvie. Mais aussi, j'aimerais savoir votre avis sur ces migrants clandestins. Si tout le monde fuit le pays, le désespéré fuit, le révolté, le laissé pour compte, qui va asseoir le changement? Si tout le monde prend la mer et s'enfuit, voilà. Et troisième question, c'est par rapport à cette dualité, dichotomie, donc le paysage littéraire francophone et arabophone. Quel est votre avis là-dessus? Parce on se livre bataille par réseaux sociaux interposés. N'en parlons pas de la langue amazigh parce que elle est au stade embryonnaire vraiment, elle est naissante comme littérature. La troisième question, c'est par rapport à la littérature. Qu'est-ce que la littérature pour vous? Par exemple, pour Jean-Paul Sartre, c'est écrire, c'est s'engager. S'engager, c'est pour changer. Donc Jean-Paul Sartre, c'est pour dévoiler et émouvoir le plus grand nombre, comme disait Camus. La littérature, c'est écrire pour se émouvoir le plus grand nombre, au lieu d'être de se recuviller dans cette littérature qui est une jouissance solitaire. Donc pour Camus, c'est d'émouvoir le plus grand nombre de lecteurs, d'êtres humains. Et donc pour vous, qu'est-ce que la littérature, notamment en Algérie, beaucoup plus? Et je vous remercie et je salue votre œuvre et je vous remercie. Et quand on écrit, on est journaliste à Al-Watan, on ne peut être qu'intelligent et lucide. Voilà, je vous salue. Merci beaucoup. Par rapport à la question, pourquoi le titre Les fleuves impassibles? En fait, il y a une double raison. D'abord, c'est un petit clin d'œil à Rimbaud, Arthur Rimbaud, qui a écrit un poème qui s'appelle Le bateau ivre. Et avec le poème, il commence « Comme je descendais des fleuves impassibles, je ne me sentais plus guidé sous les haleurs, etc. » Donc, comme l'histoire se passe dans un bateau assez particulier, où beaucoup de choses se passent, où il y a beaucoup de situations cocasses, donc en gros, un bateau qui s'apparente à un bateau ivre. Et de là, j'ai pas osé titrer Bateau ivre parce que je me suis dit c'est trop simpliste. J'ai relu le poème, je me suis dit, comme je descendais les fleuves impassibles, tiens, les fleuves impassibles, ça va, ça me va. Et j'ai opté pour ce titre. Et c'est aussi une façon de dire, oui, il y a une contradiction là-dedans, parce que c'est pas du tout impassible de mener cette traversée. Mais en même temps, voilà, donc je voulais dire par là que ces gens-là, ils sont... c'est impassible dans le sens où ils savent où ils veulent aller, ils se satisfont de cette situation et puis voilà quoi. Donc ils y vont et puis c'est tout. Donc j'ai aimé cette petite contradiction, je l'ai assumée. Maintenant c'est vrai que par rapport à la problématique de la harga et tout, en fait moi c'était pas trop, il y a pas d'engagement là-dedans dans le sens où je ne prends pas position pour les haragas ou contre les haragas. Je n'essaye pas de dénoncer. C'est-à-dire, je me fais fort dans tous mes romans de ne pas juger, les personnages, c'est-à-dire de les prendre tels qu'ils sont. Et puis ils disent ce qu'ils ont à dire et je leur donne la parole, même si je ne suis pas d'accord avec eux. C'est-à-dire Et dans ça, c'est-à-dire dans ce roman-là, je ne dis pas que là... D'ailleurs, le roman se termine, c'est-à-dire il y a une autre fin, pas celle qu'on attend par rapport à la harga et par rapport à l'Eldorado qui est l'Europe.
finalement ils vont trouver un Eldorado, mais pas forcément l'Europe. Donc il y a quelque part, il y a une petite morale derrière, si je puis dire, mais je me fais un point d'honneur de ne jamais juger, c'est-à-dire de ne jamais dire, c'est-à-dire j'essaye d'être, comme j'ai dit tout à l'heure, un auteur-reporter. J'essaye de zoomer sur une catégorie de gens, en l'occurrence là c'est les haragas, et puis je leur donne la parole, parce que qu'on le veuille ou non, les haragas ça existe, c'est un phénomène qui existe, donc j'essaye un petit peu de voir comment ils pensent, qu'est-ce qui les pousse à y aller, et à travers plusieurs personnages, je les fais se contredire les uns aux autres, mais entre eux. C'est-à-dire, c'est pas moi l'auteur qui m'immisce là-dedans en disant ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est mal. Et puis voilà, donc je me contente de raconter leur histoire et puis au lecteur ensuite de faire son opinion. Mais je ne donne pas la mienne là-dedans. C'est-à-dire, je n'en vois pas l'utilité de donner la mienne ou de dire bon le harga c'est pas bien ou etc. Je pense que je préfère que ce soit le lecteur lui-même qui se fasse son opinion, qui dise comment, qui en conclut ce qu'il voudra quoi. Mais c'est pas à moi de faire ça. Moi je me contente juste de prendre les faits comme ils sont et d'en faire une histoire. D'autant plus que c'est pas tant dans ce roman, c'est pas tant la harga qui m'a intéressé, c'était surtout cette intrigue, celle du détournement du bateau-taxi et de faire rencontrer, c'est-à-dire ça va plus loin que la harga dans le sens où c'est cette assemblée, c'est cette agora qui a lieu en pleine mer dans un détournement de bateau entre des gens, des Algériens, pourtant des gens qui habitent le même pays, l'Algérie, mais qui sont parfois aux antipodes les uns des autres et qui ne savent même pas qu'ils sont si différents les uns des autres et peut-être si proches les uns des autres. C'est-à-dire c'est des gens qui habitent la même ville, mais il y en a qui sont complètement à l'ouest, d'autres qui sont complètement à l'est, et pourtant ils habitent la même ville. Et là, ils se rencontrent. Et là, du coup, tout ressort, tout ressurgit, toutes les contradictions ressurgissent, toutes les confrontations ressurgissent, etc. C'est ça qui m'avait le plus intéressé par rapport à cette question. Maintenant, pour Votre avis sur la littérature algérienne, c'est ça? la littérature, je ne sais plus qui a dit un jour, je ne sais plus quel auteur a dit, mais moi, je me fais mienne cette citation. Il a dit « La littérature, c'est quand même la preuve que la vie ne suffit pas ». En ce qui me concerne, la littérature, c'est pour moi une échappatoire. C'est pour moi une façon... Moi, je prends la littérature, les romans. D'ailleurs, moi, je ne lis que les romans. Très rare, ou même... c'est très très rare que je lise... c'est aussi dû quelque part à ma fainéantise, parce que c'est pas l'envie qui manque. Mais je ne lis que les romans parce que ce qui me plaît dans la littérature, c'est cette façon qu'ont les auteurs de nous faire voyager à travers le temps et l'espace. Donc la géographie est très présente dans le choix des livres que je lis. C'est-à-dire quand je veux partir en Amérique du Sud, je lis Jorge Amado ou Gabriel Garcia Marquez, etc. Donc j'essaye de prendre la littérature comme un voyage. Pour moi, c'est ça. C'est-à-dire c'est une façon pour moi, à partir de chez moi, de voyager. Et donc j'essaye surtout de tirer profit. J'essaye de lire surtout ce que moi j'aime lire, et j'essaye aussi, plutôt que d'avoir comme ça, comment on appelle ça, les piles à lire, d'avoir plusieurs livres à lire, etc. Moi, je préfère que les auteurs me fassent rencontrer les uns aux autres. C'est-à-dire, je lis un auteur, je suis subjugué par son style, je suis subjugué par sa façon de raconter une histoire, de me faire voyager, et puis je me passionne pour cet auteur, je lis d'autres de ses romans, et puis je m'aperçois que cet auteur était en fait très influencé par tel autre auteur du siècle dernier, donc je commence à m'intéresser à cet autre auteur, et puis de là, ce sont les auteurs qui me font se rencontrer les uns aux autres. C'est ça qui me plaît, c'est-à-dire c'est vraiment quelque chose de... Pour moi, c'est une échappatoire par rapport à la vie commune. C'est une façon de s'évader, de s'éloigner un petit peu des sentiers battus, et puis voilà, de voyager à peu de frais.
Comment expliquez-vous cette ruée du journaliste vers le roman? Il y a Mehdi, il y a Mustafa Demfoudi, il y a d'autres, Hamid. Comment expliquez-vous cette ruée vers le roman? Ah bah ça, je ne sais le pas. romanesque? Je ne sais pas, mais pour ce qui me concerne moi, c'est quand même, le roman, c'est un défouloir par rapport à la presse, hein. Parce que dans la presse, on est soumis à des codes, on est soumis à une éthique, bon ça c'est normal, mais on est soumis à un style d'écriture qui est propre à la presse. On ne peut pas dire les mots qu'on veut. Il y a des mots, par exemple, qu'on ne peut pas dire. Par exemple, je ne sais pas, policier. On ne peut pas dire flic. Par exemple. Il faut qu'on dise les, etc. Il y a voilà, il faut informer. Donc, il y a le jargon de la presse. Et la littérature, c'est la liberté totale par rapport à ça. Donc, c'est un défouloir. Ça nous permet de décrire comme on veut, sans qu'il y ait sans qu'il y ait des restrictions, sans qu'il n'y ait rien du tout, la liberté totale. Il y a ça aussi, c'est peut-être pour ça aussi que beaucoup de journalistes aiment parce que là, ils se défoulent dans le roman, chose qu'ils ne peuvent pas faire dans la presse. Pour moi, en tout cas. Maintenant, je ne sais pas. Il y a tellement de pression. Ouais, voilà, il y a aussi beaucoup de pression. Une dernière intervention, brièvement, Ilyes. Loin de la ligne éditoriale et tout, je voudrais savoir un petit quelque chose. Si vous n'étiez pas écrivain, si vous n'aviez pas la plume pour écrire, vous auriez dû être quoi? Vous auriez faire quoi comme métier? Mis à part l'écriture, si on vous prive de plume et tout. C'est compris? C'est-à-dire si j'écrivais pas, donc même pas dans la presse. Franchement, je sais pas. J'aurais été, je sais pas. Franchement, c'est vrai parce que je ne me vois pas faire autre chose que ça. La marche. Ouais, j'aurais été marcheur. Donc voilà, on arrive au terme de cette émission. شكرا على الحضور تاعكم. Merci pour votre présence. نتلاقوا إن شاء الله pour une autre rencontre. Merci encore أكرم الكبير. Merci Omar. Merci بالقاسم. Merci عبد اللطيف. Merci إلياس. Merci toutes les personnes présentes لهنا. إن شاء الله تكون عادة وكل خطأ نتلاقوا نهار السبت على الزوج باش دائما نتمشوا وجا ما نحبسوا. شكرا.